Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre introductif. Définition et évolution historique de l'analyse financière. Histoire de la finance. La théorie financière des marchés et de la firme, retour sur les racines de la finance. L'histoire de la finance se confond avec celle de l'humanité. La finance existe en effet depuis des millénaires. Les écrits les plus anciens traitant de finance datent du XVIIIe siècle AV. J.C. et portait, selon W. Gutzman 2000, sur des contrats à terme, contrats d'option, découverts en Assyrie, ancien empire du nord de la Mésopotamie. Il s'agissait de l'option de non-remboursement d'intérêts d'une dette en cas de mauvaise récolte. Dans l'Antiquité, ce type de contrat a été utilisé par les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Les outils avec lesquels on pense la finance aujourd'hui sont cependant de date récente. L'histoire de la théorie financière est récente au sens où elle débute en effet à partir du milieu du XXe siècle avec les travaux d'éminents chercheurs souvent des prix Nobel d'économie, comme notamment H. Markowitz, Le principe de diversification d'un portefeuille 1952, J. Tobin, Théorème de séparation 1958, Sharpe, Le modèle des apostrophes, Équilibre des actifs financiers MEDAF, en anglais Capital Asset Pricing Model, CAPM 1964, F. Modigliani et M. Miller, La neutralité du dividende et la neutralité de la structure du capital vis-à-vis de la valeur de la firme, Merton et Scholes, La théorie des options. Depuis une cinquantaine d'années, une distinction structure la théorie financière en deux grandes familles de théories. Les théories des marchés financiers et les théories financières d'entreprise. Les théories financières d'entreprise, corporate finance, tentent d'apporter une définition financière de l'entreprise et de penser les décisions que celle-ci a à prendre, alors que les théories des marchés financiers, tout en éclairant l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers, tentent de répondre aux questions des investisseurs en matière de gestion de leur portefeuille ou d'évaluation de leurs actifs financiers. La question du fonctionnement financier de la firme a été une seconde préoccupation de la théorie financière. L'hypothèse des marchés parfaits sur lesquels ni impôt ni coût de transaction d'aucune sorte ne viendrait empêcher la fluidité des échanges et sur lesquels l'ensemble des agents disposerait gratuitement du même accès à l'ensemble de l'information a d'abord été retenue pour poser les fondations de la théorie financière de la firme. IAE, 2006. Deux théories ont fondamentalement contribué à cette fondation de la théorie financière de la firme. 1. Le modèle de Modigliani et Miller, fin des années 50 et début des années 60, qui ont été les premiers à utiliser cette hypothèse en la couplant avec un raisonnement d'arbitrage. Ce modèle repose sur l'idée qu'il n'existe pas pour l'entreprise une structure de financement et de politique de dividendes optimale, et 2. Sur les théories des asymétries d'information issues d'un article demeuré célèbre de G. Akerlof, 1970. Les théories financières d'entreprise ou de la firme se sont enrichies depuis, avec notamment la théorie des signaux d'information, ou approche de la firme par la signalisation, la théorie de l'agence et les théories du gouvernement d'entreprise, corporate governance. Également, dans tous les travaux sur la théorie financière des marchés connus à ce jour, on considère que la théorie moderne des marchés financiers est née en 1952 avec les travaux de Markowitz. En reprenant l'hypothèse de L. Bachelier, 1900, selon laquelle les rentabilités des actions suivent une loi normale, Markowitz établit que deux données statistiques et deux seulement sont nécessaires pour cerner les caractéristiques financières d'une action. Il s'agit de l'espérance et de la variance de l'action. Ces travaux lui ont permis de mettre en évidence tout l'intérêt de la diversification des portefeuilles. Il a montré en effet qu'il est stupide d'investir toutes ses économies dans la même action, et a formalisé en conséquence que les portefeuilles qui présentent des opportunités pertinentes sont des portefeuilles bien diversifiés, contenant environ une trentaine d'actions différentes, choisies dans des secteurs représentant toute l'économie. L'information financière dans l'économie moderne. L'information financière dans le gouvernement des entreprises globales. L'information financière au centre de l'économie moderne obéit elle aussi aux lois du marché et doit par conséquent tendre vers un certain équilibre entre la demande, de toutes les parties prenantes, et l'offre, ce que l'entreprise est capable d'offrir en réponse aux sollicitations des parties prenantes.
L'économie de marché soumet en effet l'information financière, ou encore le système d'information de l'entreprise, aux mêmes mutations que l'économie globale. Redéploiement stratégique, mise à niveau de toutes les dimensions de la gestion d'entreprise par rapport à des standards internationaux et optimisation des systèmes industriels et managériaux. La demande d'informations financières des parties prenantes peut se résumer ainsi. Source: NSADI. Le public est également concerné par l'information produite et publiée par les entreprises. Cet intérêt est multiple, mais on peut dire qu'il peut être globalement intéressé par la contribution de l'entreprise au développement local, au développement de sa région, de sa ville, niveau d'activité, emploi, partenariat en amont, avec les fournisseurs implantés dans la même localité et partenariat en aval, avec les entreprises clientes de la localité avec d'autres entreprises locales, externalités positives pour la localité. L'intérêt porté à l'information financière s'est fortement accru avec la globalisation des marchés financiers et leur interdépendance. Les nouvelles pratiques au plan international tendent vers la formulation de nouvelles exigences de l'information publiée par les entreprises, particulièrement des entreprises cotées en bourse. La transparence, la bonne gouvernance et l'harmonisation des référentiels comptables à l'échelon international sont en effet les maîtres mots de la dernière décennie. Le diagnostic financier ou l'analyse financière. Système de traitement de l'information, d'aide et d'incitation à la décision. Évolution de l'analyse financière. L'analyse financière est un ensemble de méthodes et d'outils destinés à porter un jugement sur une entreprise ou un groupe, et à juger leur performance à partir de leurs comptes. Elle est utilisée lors des prévisions et mène à une réflexion stratégique. J. Perard, J.D. Avenel et Max Perard, 2006. L'analyse financière est une discipline relativement récente qui s'est essentiellement développée au cours du XXe siècle. L'histoire nous apprend en effet que l'analyse financière s'est constamment développée depuis la fin du XIXe siècle, période à laquelle on attache souvent les origines de l'analyse financière. Cette période, et particulièrement celle du début du XXe siècle, s'est caractérisée en effet par un important accroissement des besoins en information financière et comptable. Ce fort regain d'intérêt s'explique par les événements de l'époque, parmi lesquels on relève en particulier le développement des sociétés de capitaux et de l'actionnariat populaire notamment, l'importance du rôle des banques dans le financement de l'économie, le rôle grandissant des autorités de régulation des marchés financiers, le développement des banques d'affaires et des métiers de conseil. Au cours des 20 dernières années, l'analyse financière s'est progressivement affinée grâce à la création de nouveaux outils et au développement de nouveaux concepts. Son évolution a été en effet rapide sous l'effet de la conjugaison de plusieurs facteurs, en particulier les besoins de management des entreprises pour comprendre, juger, interpréter, décider, le développement des marchés financiers et les techniques boursières de valorisation des entreprises, le développement de l'information financière, les privatisations et les restructurations d'entreprises, fusions, scissions, le mouvement des concentrations et d'internationalisation des entreprises, le développement des TIC, la propagation des concepts et des règles de la gouvernance d'entreprise et de la nécessaire création de valeur actionnariale, l'introduction en Europe de l'euro et l'utilisation globale des normes internationales IAS-IFRS. Aujourd'hui, l'analyse financière tend de plus en plus à devenir un véritable système de traitement de l'information destiné à produire et à fournir des données élaborées et pertinentes aux preneurs de décisions financières. Elle peut être qualifiée sans nul doute de science de l'action, au sens où elle s'appuie désormais sur plusieurs disciplines des sciences sociales, comme la gestion financière, la comptabilité, l'économie, la statistique, les mathématiques, la stratégie, la psychologie, la sociologie. Cette évolution a été également marquée par l'extension du champ de l'analyse financière au sens où elle ne se limite plus comme par le passé aux seules données comptables, mais intègre désormais des données boursières, économiques et sociales et des données extra-financières. Initialement en effet l'analyse financière se limitait à une analyse généralement statique, à base de ratios financiers, dans le but d'apprécier la solvabilité des entreprises
et était souvent menée essentiellement par les établissements de crédit. Cette évolution du champ de l'analyse financière est en sus du fait incontestable que l'analyse financière est une composante fondamentale du diagnostic global d'entreprise, est bien résumée par J. Perard, J.D. Avenel et Max Perard, 2006, en affirmant que les résultats donnés par l'analyse financière sont intégrés dans les modèles financiers. L'analyse financière sert de base à des prévisions à court, à moyen et à long terme. L'analyse financière permet d'évaluer les risques des entreprises et des groupes. L'analyse financière conduit à la réflexion stratégique. Les utilisateurs de l'analyse financière. Les utilisateurs de l'analyse financière sont nombreux et leurs besoins sont aussi divers que variés, car ils sont amenés à prendre des décisions diverses. Globalement, on peut en citer les suivants. Les managers ou gestionnaires. L'analyse financière leur permet d'apprécier les performances de leur propre gestion. Elle leur permet aussi de prendre des décisions éclairées, de constituer la base des prévisions financières, politiques de dividendes, politiques d'investissement, et d'alimenter en informations élaborées leur contrôle de gestion. Les actionnaires actuels et potentiels. L'analyse financière permet aux actionnaires d'apprécier l'efficacité des dirigeants et le rendement de leurs investissements, ou les performances futures de l'entreprise dans la perspective d'un investissement financier. Les salariés, le comité d'entreprise. L'analyse financière leur permet d'apprécier la pérennité de l'entreprise, leur employeur et donc de leur emploi et la pertinence de ses politiques sociales et financières. Les prêteurs. Les banques et les établissements financiers en relation d'affaires avec l'entreprise utilisent également l'analyse financière en vue d'apprécier sa solvabilité et sa liquidité. Les intermédiaires et l'autorité de régulation des marchés. Ce sont en fait l'autorité des marchés financiers, AMF, les sociétés d'investissement et les analystes financiers. Les administrations. L'administration fiscale, les ministères de l'économie, de l'industrie et des finances, sont autant d'utilisateurs de l'analyse financière notamment dans le cadre de la prévision des impôts et taxes, lois de finances et des politiques publiques. Les entreprises concurrentes. La concurrence est un important consommateur de l'analyse financière notamment en vue de détecter les benchmarks et les performances des entreprises en rivalité. Les partenaires de l'entreprise. Les clients, les fournisseurs, sont intéressés par l'analyse financière qui leur permet de disposer d'informations vitales sur la pérennité, la solvabilité, de leurs partenaires commerciaux. Les matériaux de l'analyse financière. Une analyse financière qui doit aboutir à un diagnostic financier qui permette et incite à la prise de décision, ne peut se cantonner à l'examen des seuls états financiers. Ces matériaux sont désormais à la fois quantitatifs et qualitatifs, et de nature diverse. Globalement, on peut les regrouper en 3 grandes catégories de matériaux. 1. Informations de nature financière. Rapport de gestion annuel, état financier, rapport d'activité périodique, rapport de contrôle de gestion, prévision financière, notation financière, rapport périodique sur la situation et les tendances du marché financier publié tant par l'autorité des marchés que par les analystes financiers. 2. Informations de nature économique. Évolution de la conjoncture économique propre au secteur, informations sectorielles, structure, stratégie, performance, situation économique générale, perspectives économiques, informations économiques et financières régionales et internationales. 3. Informations diverses, réglementation sectorielle, analyse des risques, les mouvements de restructuration dans le secteur, fusion, acquisition. Contenu de l'ouvrage, présentation. Cet ouvrage comporte 3 parties. La première partie traite de la principale source d'information de l'analyse financière. L'analyse financière s'appuie en effet et tout d'abord sur les états financiers, les documents de synthèse produits et publiés par l'entreprise. Après avoir traité des normes comptables françaises et des innovations introduites par les normes internationales d'information financière IAS-IFRS, elle s'intéresse à la lecture et à la compréhension, sous l'angle financier, des états comptables, le bilan, le compte de résultat et les annexes. Elle se parachève par la présentation et par l'analyse des états financiers des groupes de sociétés, et par les typologies de bilan en analyse financière, le bilan liquidité-exigibilité et le bilan fonctionnel. La deuxième partie,
traite des méthodes et des outils de l'analyse financière. Après avoir présenté et analysé la définition, le contenu et les différentes approches du diagnostic financier, elle s'oriente vers la présentation et l'analyse des méthodes, démarches et des outils du diagnostic financier. Sont traités dans ce cadre les ratios en analyse financière statique et en analyse financière dynamique, la dynamique des flux, l'équilibre financier, la dynamique de la structure financière et l'analyse de la rentabilité et de la croissance des entreprises. La troisième partie est consacrée à l'analyse des risques et aux techniques de prévision des difficultés des entreprises, au choix des investissements dans un avenir certain et à l'évaluation financière des entreprises. Partie 1. Les états financiers de l'entreprise. Le passage du bilan comptable au bilan financier. 1. Les états financiers de l'entreprise. Les comptes annuels et les règles de leur établissement. La comptabilité est définie par le plan comptable général comme un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture, PCG 2006-121-1. Les états produits par la comptabilité en vue de donner une image du patrimoine, de la situation et du résultat de l'entité sont dits états financiers de synthèse ou comptes annuels, et sont composés de 3 états fondamentaux formant un tout indissociable, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. États constituant un ensemble indissociable. 1. Les principes comptables généraux. La comptabilité financière, discipline de synthèse, était perçue dans le passé comme une technique qui a un objectif intrinsèquement lié à sa pratique. On a longtemps considéré en effet qu'elle ne pouvait trouver de sens que dans la pratique et dans les techniques, outils et méthodes, auxquels elle a recours et souvent appartenant à d'autres disciplines des sciences sociales, en particulier le droit et l'économie. Aujourd'hui, avec l'évolution de la pensée en comptabilité, le développement de la recherche et la constitution d'un immense corpus de connaissances facilement accent aigu appropriable par l'ensemble de la communauté internationale, la comptabilité financière est désormais reconnue comme une discipline scientifique, avec un objet d'étude bien précisé, un corpus théorique et des méthodologies d'expérimentation maîtrisées. La comptabilité est aujourd'hui autonome et dotée d'un droit économique spécifique, un droit vivant. Tout en restant un droit de la preuve, dans les litiges entre entreprises ou entre les entreprises et l'administration, il est devenu un droit de l'information. Il précise en effet quelle information financière incombe à l'entreprise ou à toute autre organisation marchande. Il permet la formalisation d'un ensemble de principes fondamentaux, formant un véritable système de base de la comptabilité, et il définit les objectifs à atteindre par toute comptabilité. Le droit comptable est qualifié en effet de droit vivant, au sens où il s'ajuste en permanence aux évolutions économiques, sociales et institutionnelles que traduisent ou que véhiculent les multiples sources desquelles il tire ses fondements. Ces sources peuvent être regroupées en 2 grandes catégories de sources, les sources nationales, les sources législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales, et les sources internationales, les directives de la Commission européenne et les normes internationales d'information financière de l'IASB. La comptabilité financière s'appuie donc sur un ensemble de principes fondamentaux structurés qui constituent un corps de critères ou d'exigences qualitatifs traduisant les fondements d'un modèle implicite, dont l'un des objectifs fondamentaux est de répondre aux attentes, aux besoins des utilisateurs, des parties prenantes, de l'information financière. La compréhension des principes généraux de la comptabilité financière permet sans nul doute à l'utilisateur des états financiers de mieux comprendre comment la comptabilité a retranscrit dans un langage codé de chiffres la réalité économique de l'entreprise. Kiri et Le Fur, 2004. L'analyste financier plus que tout autre utilisateur ne doit pas ignorer les principes sur lesquels est bâtie la comptabilité financière, au sens où ses travaux reposent fondamentalement sur les états financiers. Ces principes sont de nature très diverse. De nombreux principes sont soit des règles édictées expressément par des textes juridiques, soit des conventions, des contraintes issues de la pratique ou usage courante admise de tous.
Nous examinerons dans ce chapitre les principes généraux du Plan comptable général 2006 et les innovations des normes internationales IFRS. À les normes comptables françaises, les principes du Plan comptable général. En France, le corps de principes et d'exigences, les normes de qualité de l'information financière est défini par la loi, principalement par le Code de commerce, source du droit comptable, et par le Plan comptable général de 2006. Nous examinerons dans ce cadre les 6 principes suivants. 1. Le principe de continuité de l'exploitation. Le principe de continuité de l'exploitation introduit la nécessité d'établir et d'interpréter les comptes annuels dans une perspective de continuité de l'activité, PCG 2006, AR. 121. Ce principe est fondamental, car il fournit une base conventionnelle pour les prévisions et les évaluations. Il est adopté par tous les systèmes comptables, principe universellement appliqué. 2. Le principe d'utilisation du coût historique, ou nominalisme. Le coût historique, ou coût d'acquisition, est la valeur de l'élément à son entrée dans le patrimoine de l'entreprise. Les immobilisations ou les stocks sont par exemple constatés à leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise à leur coût d'acquisition. Prix d'achat majoré des frais d'acquisition. Le coût historique est un principe universellement appliqué pour au moins 2 raisons. Sa simplicité facile dans son calcul et dans son suivi, et son objectivité. Il repose sur des pièces justificatives probantes, la facture délivrée par le fournisseur, le chèque de règlement, les faits de commerce. Ce principe tend cependant à être revu, voire limité dans sa portée, avec l'avènement des normes IFRS. Ces normes, tout en retenant le fait que tous les éléments patrimoniaux sont évalués initialement à leur coût d'acquisition, abandonnent le principe de constance du coût historique au sens où la valeur des éléments patrimoniaux est revue et corrigée au terme de chaque exercice en fonction de signaux émanant du marché. Les normes IFRS ont en effet introduit un nouveau principe dans la valorisation des éléments de patrimoine, le principe de la juste valeur ou valeur de marché. 3. Le principe de permanence des méthodes. Le principe de permanence des méthodes repose sur la règle selon laquelle toutes les entreprises doivent adopter, chaque année, la même présentation et les mêmes méthodes d'évaluation dans l'établissement des états financiers. Ce principe est prescrit par le Code de commerce AR. L 123-17 est confirmé par le Plan comptable général 2006, AR. 124. C'est la recherche de cohérence des informations financières au cours de périodes successives qui justifie l'adoption de ce principe. Cette exigence de constance dans l'utilisation des méthodes comptables, règles et procédures comptables, qui profitent aux utilisateurs de l'information financière, vise en effet à favoriser la comparabilité des états financiers dans le temps, pour la même entreprise et dans l'espace, entre les entreprises d'un même secteur d'activité. Le Code de commerce et le Plan comptable général laisse cependant une certaine flexibilité aux entreprises dans l'utilisation de ce principe. L'entreprise peut déroger à ce principe dans au moins 2 cas. 1. Un changement exceptionnel intervenu dans sa situation économique ou dans son environnement économique, industriel ou financier. Et 2. Le choix d'une méthode préférentielle différente en vue de tendre ou d'obtenir une meilleure information financière. Ce changement ne doit pas cependant altérer l'objectif de cohérence des états financiers successifs, car l'entreprise doit impérativement l'expliciter et le justifier dans l'annexe. 4. Le principe de prudence. La prudence dans la tenue des comptes est un principe fondamental. Elle repose en effet sur l'exigence pour la comptabilité, ou le comptable, d'apprécier raisonnablement les faits. Le PCG 2006 définit ce principe dans son article 120-3 comme suit. La comptabilité est établie sur la base d'appréciation prudente pour éviter le risque de transfert sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité. Il s'agit en fait de tenir compte systématiquement des diminutions de valeur probables susceptibles d'amputer le patrimoine et le résultat de l'entreprise, dans un avenir proche. Les augmentations de valeur ne sont par contre transcrites que lorsqu'elles sont certaines. Dans la pratique, ce principe s'applique différemment aux produits, augmentation de valeur, et aux charges, diminution de valeur. C'est ainsi que les produits ne sont transcrits en comptabilité que si leur réalisation est effective. Les charges sont par contre transcrites en comptabilité dès lors que leur réalisation est probable ou éventuelle.
On peut étendre cette règle aux moins-values latentes, incertaines, et aux plus-values. Les moins-values latentes sont transcrites en comptabilité, alors que les plus-values ne sont prises en charge qu'au moment de leur réalisation effective. 5. Le principe de non-compensation. Ce principe rejette toute compensation entre les comptes de bilan, les comptes d'actifs et les comptes de passifs, et entre les comptes de gestion, les charges et les produits. Le Code de commerce interdit expressément dans son article L123-19 ce type de compensation dans les termes suivants. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actifs et de passifs du bilan, ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Définition confirmée par le PCG 2006, art. 130-2. Ce principe permet d'éviter la perte et la dilution d'informations que peut entraîner la compensation entre les comptes. Il vise donc à mettre à la disposition des utilisateurs des états financiers une information complète et objective. 6. Le principe d'image fidèle ou de fidélité. Le Plan comptable général 2006 prescrit expressément dans son article 120A2 que la comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité, afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés. Le principe d'image fidèle est une exception à la règle ci-dessus. Ce principe est fondamental au sens où il permet en effet de déroger à certaines règles et procédures comptables, notamment celles concernant les méthodes d'évaluation des actifs, qui se révèlent impropres, dans des cas exceptionnels, à donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise. Toute dérogation à une règle de droit dans cette perspective doit être cependant expliquée et justifiée dans l'annexe. Cette dérogation d'importance introduite par ce principe s'apprécie mieux au regard des objectifs et des exigences de régularité et de sincérité art. 120A2 du PCG 2006, attaché à l'établissement des états financiers, dont la définition est la suivante. La régularité est la conformité des états financiers aux règles et procédures en vigueur. Pour l'autorité des marchés financiers, la régularité s'apprécie eu égard aux règles fixées par la loi, la jurisprudence, le Conseil national de la comptabilité et les organisations professionnelles compétentes pour préciser le contenu de la doctrine comptable. La sincérité suppose que les règles et procédures en vigueur sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des éléments enregistrés. Rappelons que la notion l'image fidèle est d'origine anglo-saxonne. Elle est née en Grande-Bretagne sous l'appellation anglaise de True and Fair View. Cette notion décrit dans la pratique les choix comptables au plan des méthodes qui permettent de décrire au mieux la situation de l'entreprise. L'image fidèle est donc la recherche de l'image la plus objective possible de la réalité de l'entreprise. Elle accorde en fait la prééminence à la réalité au détriment de l'apparence juridique, la règle de droit. B. Les innovations introduites par le référentiel IFRS, International Financial Reporting Standard, le cadre conceptuel de l'IASB. 1. L'harmonisation comptable internationale, le référentiel IFRS. Ces dernières années, sous le double effet de la globalisation des marchés financiers et de la refondation de la normalisation comptable internationale, de très nombreux pays, voire de nombreuses régions du monde, ont engagé des programmes de modernisation de leur comptabilité locale ou nationale. Cette modernisation répond en fait à la recherche d'une certaine convergence des normes comptables locales vers les normes internationales. Tout en maintenant une normalisation comptable locale, les États tendent à s'insérer dans une normalisation globale, un langage commun à toute la planète. Les normes comptables internationales IAS-IFRS. Les normes internationales IFRS sont devenues des normes européennes par règlement européen du 19 juillet 2002. C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2005, les sociétés européennes faisant appel public à l'épargne, sociétés cotées en bourse ou faisant partie d'un groupe coté en bourse, doivent obligatoirement appliquer le référentiel international. En France, le processus de convergence du PCG vers les IFRS a été entamé en 1999 avec sa réécriture, Règlement CRC 99-03-29. Aujourd'hui, les règles comptables françaises s'appuient sur 3 référentiels.
Les comptes individuels de sociétés non cotées en bourse sont établis selon les règles du PCG, réécrits par le règlement CRC 99-03, 29 avril 1999, modifié par les règlements CRC ultérieurs. Les comptes consolidés des sociétés non cotées en bourse sont établis selon les règles du règlement 99-Colones costaricien 02, du 29 avril 1999, modifié par les règlements CRC ultérieurs, avec toutefois une latitude laissée aux sociétés concernées d'opter l'application des normes IFRS, ordonnance du 20 décembre 2004. Les comptes, individuels et consolidés, des sociétés cotées en bourse sont obligatoirement établis selon les normes IFRS depuis 2005. Les normes IAS-IFRS et leur interprétation par l'IFRIC, le Comité permanent d'interprétation, s'inscrivent donc dans un cadre dit cadre conceptuel, en anglais framework. Ce cadre, adopté par l'IASB en 2001, publié en 1989 par l'IASC, fixe les objectifs à atteindre par les états financiers et la liste des principes comptables. Le cadre conceptuel est un label de qualité qui vise à renforcer la confiance des investisseurs dans les états financiers produits et publiés par les entreprises. La confiance dans les états financiers est en effet une caractéristique indispensable au bon fonctionnement de l'économie de marché. Plus les normes sont efficaces, plus les décisions des acteurs du marché peuvent être rationnelles et plus les risques de volatilité et de spéculation sont réduits. Avec les normes IFRS, l'accent est désormais mis non plus sur des standards comptables, comme par le passé, IAS, mais sur des standards liés à l'information financière, IFRS. Dans la progression du processus de convergence des normes comptables nationales vers les IFRS, l'IASB recommande de se concentrer sur les états financiers afin de donner une information de qualité aux investisseurs actuels et potentiels, aux bailleurs de fonds et autres utilisateurs leur permettant de prendre de bonnes décisions économiques et d'exercer leurs choix lucidement. 2. Les états financiers et les objectifs qui y sont attachés. Les états financiers sont définis comme une représentation financière structurée de la situation financière et des transactions conduites par une entité. Ils sont considérés comme une source principale d'informations financières sur l'entreprise. Ils comprennent un bilan, un compte de résultats, un tableau de variation des capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie. Cet état peut être présenté sous la forme d'un tableau de financement. Une annexe des états supplémentaires explicatifs éventuels, qui font partie intégrante des états financiers. Le cadre conceptuel encourage la présentation d'un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l'entreprise, ainsi que les principales incertitudes auxquelles celle-ci est confrontée. L'objectif général des états financiers est de fournir une information fiable sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière de l'entreprise utile à une large gamme d'utilisateurs. Cette information est cependant destinée en priorité aux apporteurs de capitaux, les actionnaires actuels et les investisseurs potentiels. 3. Les principes comptables du cadre conceptuel. Le cadre conceptuel établit, contrairement à de nombreux plans comptables nationaux qui se limitent seulement à des principes généraux, une nette distinction entre les hypothèses de base, les caractéristiques qualitatives des états financiers, les critères de la fiabilité de l'information financière et les contraintes à respecter pour que l'information soit pertinente et fiable. A. Les hypothèses de base. Le cadre conceptuel se fonde sur deux hypothèses de base. 1. La comptabilité est une comptabilité d'engagement et 2. La continuité de l'exploitation. La comptabilité d'engagement. Cette hypothèse introduit la règle selon laquelle les charges et les produits engagés dans un exercice social sont comptabilisés dans le même exercice quelle que soit la date de leur règlement. La continuité de l'exploitation. Les états financiers doivent être établis selon l'hypothèse que l'entreprise est en situation de continuité d'exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Si ce n'est pas le cas, les états financiers doivent être établis en valeur liquidative, valorisation de l'entreprise en liquidation. B. Les caractéristiques qualitatives des états financiers.
Ce sont en fait les attributs qui rendent utile pour les utilisateurs l'information que véhiculent les états financiers. Ces caractéristiques sont l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. L'intelligibilité. L'information fournie dans les états financiers doit être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. La pertinence. L'information possède la qualité de pertinence lorsqu'elle influence les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer des événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. La fiabilité. Une information est dite fiable lorsqu'elle est exempte d'erreurs et de biais significatifs. La fiabilité permet à l'information de présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée présenter. La comparabilité. L'information doit permettre aux utilisateurs de faire des comparaisons d'un exercice à un autre et d'une société à une autre. Les utilisateurs soient en effet informés des méthodes comptables utilisées dans la préparation des états financiers et de tout changement apporté à ces méthodes ainsi que des effets de ces changements. C. Les critères de fiabilité. Pour être fiable, l'information doit remplir 3 critères. 1. Donner une image fidèle des transactions et autres événements. 2. Accorder la prééminence à la substance sur la forme. 3. Doit être neutre et exhaustive et observer le principe de prudence. L'image fidèle. Pour être fiable, l'information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu'elle vise à présenter ou dont on s'attend raisonnablement à ce qu'elle les pressente. Il peut être pertinent de comptabiliser des éléments et d'indiquer le risque d'erreur relatif à leur comptabilisation et à leur évaluation. La prééminence de la substance sur la forme. L'information pour présenter une image fidèle de transactions et autres événements doit aller au-delà du seul respect de leur forme juridique. Les transactions et autres événements doivent être présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique. La neutralité. Les informations contenues dans les états financiers doivent être choisies et présentées sans parti pris. L'exhaustivité. L'information contenue dans les états financiers doit être exhaustive, autant que permettent le souci de l'importance relative et celui de coût. Une omission peut rendre l'information fausse ou trompeuse et en conséquence non fiable et insuffisamment pertinente. La prudence. La prudence repose sur la prise en compte d'un certain degré de précaution dans l'exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.